On va pouvoir démarrer sur donc différents sujets d'actualité. Alors, on va voir que certaines choses ont déjà été votées, actées. D'autres sont plus dans des, dans des zones d'ombre. Hein. Tout n'est pas encore définitif pour certains d'entre eux. Hein. Donc, alors, on va démarrer en fait par le premier point qui est sur le bulletin de paye. Alors, on verra ce qu'on appelle la clarification du bulletin. Alors, je pense que pour certains, ça a déjà été fait selon l'effectif. Hein, si vous êtes plus de 300 salariés, vous êtes déjà en clarification du bulletin de paye. Pour les autres, donc non. Donc, on abordera ce premier point. On essaiera de faire aussi le bilan du retour des entreprises qui l'ont déjà fait, hein, au niveau de leurs salariés, les questions qui se posent, ce que ça apporte ou pas au niveau également du service en lui-même. Et puis la dématérialisation, hein, donc qui est en fait une possibilité là, pour l'entreprise de mettre le bulletin de paye sur un coffre-fort électronique. Un chèque pour certains, vous l'avez fait. Hein, donc on verra là aussi l'apport que ça peut avoir. On sent que ça commence à se développer quand même dans les entreprises. Hein, donc on verra cet élément-là, l'organisation, les textes aussi, hein, le décret qui est intervenu là-dessus. Notre deuxième point, ça va être les projets de réforme sociale Macron. Alors là, on va voir qu'il y a des points qui sont globalement acquis ces derniers temps, qu'on a pu entendre là, notamment la semaine dernière. D'autres qui n'ont pas été repris a priori dans les premières conférences qui ont été faites. Hein, donc on fera le point là-dessus, sur ce que devrait être l'évolution en 2018 et puis en 2019, hein, sur la paye, hein, puis sur la fonction paye également. Alors également la retenue à source, hein, vous avez pu voir sans doute qu'elle devait démarrer en janvier 2018 et finalement elle devrait être repoussée d'1 an. Hein, donc on fera le point là aussi sur le calendrier. Et puis les impacts que ça peut avoir également au niveau du service paye en lui-même. Hein, donc le calendrier prévu. Et puis les impacts aussi pour le salarié, hein, finalement. Alors la nouvelle convention d'assurance chômage, hein, donc là qui est actée, hein, qui a été signée, alors qui prend pour l'essentiel qui prend effet au 1er octobre, hein, donc pour certains taux de cotisation notamment. Hein, donc il y a également le délai de carence en cas de départ du salarié, hein, donc on verra ça. Et puis voilà, en dernier point, on a souhaité ouvrir en disant voilà comment on pouvait voir l'évolution de la fonction paye au cours des années qui viennent, hein, compte tenu des nombreux changements qu'on a pu avoir avec notamment la DSN, hein, et puis les autres évolutions que l'on aura. Hein, donc n'hésitez pas pendant l'exposé à intervenir, hein, si vous le souhaitez, hein, sur des points ou des questions que vous auriez. Alors, donc pour le premier point, c'est la clarification du bulletin de paye. Au début, finalement, il a été souhaité simplifier le bulletin de paye, parce que c'est vrai qu'en France, on est assez gâté là-dessus, hein, puisqu'on est reconnu comme ayant le bulletin de paye le plus compliqué au monde. Hein, donc il y a eu un souhait de le simplifier. Alors, on va voir qu'au fil du temps, le terme plutôt clarifié a été utilisé. Hein, donc, ils ont abandonné le terme de simplification pour prendre celui de clarification. Donc, la France se place effectivement en tête, hein, au niveau de la complexité de sa paye. Alors, au niveau des travaux, il y a une mission, hein, qui a été saisie là, pour avoir une approche d'un bulletin de paye plus simple, plus lisible pour le salarié. Donc ça a été confié à l'ancien président, hein, de la NDRH, hein, M. Skiberas, qui a créé un groupe de travail et donc a décidé de réfléchir à ce sujet-là. Donc ils ont créé une commission. La commission a accouché d'un rapport, hein, qui a été remis le 27 juillet 2015 et qui a donné lieu à la fois un décret et un arrêté sur une nouvelle présentation du bulletin de paye
mais qui n'est pas encore obligatoire pour toutes les sociétés, puisque elle est obligatoire pour les entreprises, là, pour l'instant, de plus de 300 salariés. Hein, puis elle le sera uniquement en janvier 2018 pour les autres entreprises. Hein, donc je ne sais pas si pour certains, j'imagine que vous l'avez déjà mis en place. Hein, donc sans doute en janvier. Hein, alors je ne sais pas les retours là, que vous avez eu des salariés pour l'instant. Pas mal d'entreprises me disent finalement on n'a pas eu beaucoup de questions. On l'a donné en janvier, on n'a pas eu beaucoup de remontées des salariés en eux-mêmes. Hein, sur ce bulletin de paye qui est alors effectivement peut-être mieux organisé. Hein. Vous avez des thématiques donc de protection sociale, hein, finalement, la vieillesse, la maladie. Donc c'est organisé, il est mieux organisé finalement ce bulletin de paye. Mais pas beaucoup de remontées effectivement des salariés. Disons qu'en janvier, ce qui peut se passer, il y a un écart de net. Alors souvent, les petits retours qu'il y a eu parfois, c'est les gens me disent, comme il y a eu un écart de net, mais plutôt qui est lié au changement de taux de cotisation et de plafond, les gens sont venus nous voir en disant, est-ce que c'est pas la nouvelle présentation du bulletin de paye qui fait que mon net a baissé? Mais en fait, c'est bien sûr pas lié du tout à ça. Non, moi c'est juste au niveau de nos services paye, où là, on peut plus vraiment, en passant sur le bulletin clarifiant, on peut plus contrôler les payes. Hein, c'est un peu le... C'est là où moi je trouve ça, par rapport aux salariés, c'est-à-dire moi des copines qui montent leur bulletin, je ne peux plus le vérifier maintenant. Oui, c'est exact. C'est-à-dire que les gens me disent on est obligé d'avoir deux bulletins de paye. Un bulletin de paye qui est un bulletin de contrôle que l'on garde au niveau du service paye, et puis un autre bulletin de paye qui est plutôt un bulletin de paye qu'on remet aux salariés, parce que le but c'était que ce soit plus intelligible pour lui. Hein, je pensais que les syndicats allaient justement remonter par rapport à ça, mais en fait non, vous n'avez pas eu de... Non, mais globalement, c'est ce que, moi aussi, les retours que j'ai là depuis le début de l'année, les gens me disent, on n'a pas eu beaucoup de remontées globalement, si ce n'est effectivement quasiment cette obligation d'avoir deux bulletins, un pour nous pour faire des contrôles, et puis un autre qu'on donne aux salariés. Mais du coup, voilà, certains me disent, on souhaite nous facturer peut-être à terme, c'est aussi ce bulletin de paye de contrôle qui, c'est un petit peu le souci. Voilà, alors on verra un petit peu aussi les critiques autrement par ailleurs. Alors, j'étais parti aussi sur le nombre de lignes que l'on a au niveau qu'on avait en France. Alors, c'est un peu l'Eurovision, mais dans l'autre sens. Hein. En général, on finit dernier, là, on est premier. Hein, donc là, alors la France a 40 lignes du bulletin. Souvent, on me dit on a 2, voire 3 pages de bulletin de paye. Voilà, donc vous voyez, la Chine en a que 11. A priori, donc voilà, on est vraiment reconnu comme étant le bulletin de paye, comme ayant la paye la plus complexe. Hein, donc, le but étant effectivement de le clarifier. Hein, donc, votre bulletin de paye, c'est plutôt sur une page, 2 pages, vous arrivez, ou 3 pages, 2 pages. Hein, donc, mais parfois, on me dit on a autant de pages qu'avant, hein, parce que les intitulés sont très longs. Donc ce qui est marquant aussi, c'est que cette présentation du bulletin de paye, elle est obligatoire. C'est-à-dire que peut-être le gros apport de ce texte, c'est de faire que maintenant, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on est, on a la même présentation du bulletin de paye. On retrouve les mêmes intitulés, donc d'une entreprise à une autre, là le salarié pourra dire voilà, j'ai vraiment les mêmes cotisations. Donc c'est un des grands apports. Hein, donc, sinon, qu'est-ce qu'on risque si on ne le fait pas? Alors qu'est-ce qu'on risque si jamais on ne met pas en place ce nouveau bulletin de paye alors qu'on est tenu de le faire? C'est-à-dire qu'on pourrait avoir potentiellement une contravention de 3e classe, bon ça m'étonnerait que ça arrive, mais potentiellement des délégués ou des salariés à l'occasion d'un contentieux pourraient demander la visite, notamment l'inspection du travail, hein, et on pourrait avoir une contravention de 3e classe, donc c'est 450 €. Bon, je ne pense pas que ça arrivera, mais il faut avoir ça en tête. Certains ne l'ont toujours pas mis en place. Hein. Certains me disent qu'il y a quand même un coût, donc voilà, c'est un coût demandé, donc on n'adhère pas trop à ça. Bon, c'est une obligation légale, hein, malgré tout. Hein, donc, alors voilà, les objectifs, rendre le bulletin de paye plus intelligible. Alors, donc effectivement, rendre le bulletin de paye plus intelligible pour le salarié, faciliter la vie de l'entreprise. Alors là, j'ai pas eu beaucoup de retours là-dessus. Les gens me disent je sais pas votre sentiment. Là, on me dit, on a presque, c'est ce que vous disiez, on a plutôt 2 bulletins de paye. Donc, le but, c'est plutôt vis-à-vis du salarié. Hein, effectivement,
Donc regrouper des lignes de cotisation, donc ça c'est plutôt pas mal effectivement, par item. Donc on a présenter le coût du travail et des allègements. Bon, je ne sais pas si là, effectivement, le salarié peut avoir le regard maintenant ou l'œil sur le montant des charges patronales. Voilà, alors l'idée, ça a été aussi de normaliser les intitulés de paye, c'est-à-dire d'avoir... alors là, il y a par contre une petite critique parfois qui est faite sur des intitulés, notamment au niveau des caisses de retraite. Enfin, vous devez avoir ARCO AGIRC. Il n'y a pas les intitulés de la caisse de retraite en tant que telle. Donc là, parfois les salariés disent, voilà, ça ne m'évoque rien, moi, l'ARCO AGIRC, j'aurais préféré... donc Humanis, ProBTP, donc voilà, ce sera peut-être une petite évolution, ça qu'on aura dans les années qui viennent. Voilà, et puis ils ont abandonné, la commission le dit, elle a abandonné le terme de clarification, le terme de simplification, pour dire non, on va clarifier. Pourquoi changement de terme ? Parce qu'une simplification, c'était de dire... on doit changer les règles. C'est-à-dire que la CSG-CRDS, on va peut-être arrêter ce calcul où on dit qu'on est à 98,25% du brut, mais limité à un niveau de... donc, il fallait simplifier les règles. Pour simplifier vraiment le bulletin, on n'en est pas encore là, là-dessus. Donc, voilà, pour ce premier sujet. Donc, alors là, ce que je vous ai mis également... bon, il faut bien avoir en tête ce calendrier, donc 1er janvier 2018, pour ceux qui ne sont pas encore qui ne sont pas 300 salariés, donc l'obligation ce sera à partir de l'année prochaine. Voilà, donc on vous a mis ce calendrier. Et puis, donc là, effectivement, le décret et l'arrêté ont notamment eu pour effet de supprimer la mention relative à l'URSSAF. Alors, c'est un peu dommage, je sais pas, parce que finalement, on pouvait voir l'URSSAF de liaison, notre numéro de cotisant éventuellement appelé. Réorganiser le bulletin de paye, bien sûr, on l'a vu, imposer une normalisation des libellés et puis imposer de nouvelles mentions. Donc, il y a notamment, vous avez notamment cette mention, je ne sais pas si vous l'avez sur votre bulletin de paye, donc www.servicepublic.fr. L'idée, c'est que le salarié aille éventuellement voir ce que veulent dire les termes d'incapacité temporaire, donc prestations complémentaires, etc. Donc pour qu'il ait une meilleure connaissance du bulletin, puis peut-être à terme aussi de ce qu'est la protection sociale. C'est-à-dire où vont ces cotisations. Donc c'est un petit peu l'ambition qu'il y a derrière ça, que les gens lisent leur bulletin. Parce que c'est vrai que très souvent, on a plutôt tendance à lire le bas du bulletin. Je pense, le net, les éléments variables. On est parfois assez étonné aussi peut-être sur la différence entre le net à payer et le net imposable. C'est une question qui revient souvent. Pourquoi je déclare plus que ce que je gagne ? Donc voilà, c'est voilà pour cette présentation sur la clarification du bulletin de paye. Donc ensuite, alors, donc ce qu'on a évoqué, je vous avais mis effectivement le bilan est plutôt jugé positif. La seule chose, c'est voilà, ces deux bulletins avec un qui est obligé, un où on est obligé finalement de contrôler et un que l'on donne aux salariés. Alors ensuite, donc donc là c'était oui. Alors sur les questions également. Petit peu ce qu'on considérait comme positif les salariés et au contraire ce qu'ils ont considéré comme étant moins positif. Donc en premier, c'est le regroupement des cotisations qui a été apprécié, l'affichage du montant total versé par l'employeur également, le changement de rédaction des intitulés de rubriques a également été retenu comme étant positif. Le moins, par contre, c'est suppression du nom des organismes auxquels, bah oui. Donc vous n'avez sans doute pas là les caisses de retraite, notamment sur le bulletin. Voilà, alors deuxième élément, on va évoquer donc la dématérialisation du bulletin de paye. Donc là, c'est le fait d'avoir une remise du bulletin de... Oui. Oui. Pas nécessairement, non. Je n'ai pas eu de retour là-dessus. Oui, sur le fait de mettre l'intéressement ou pas sur le bulletin de paye.
Donc, alors il me semble que là, on a une obligation maintenant de le faire apparaître. Oui, alors ce serait, je pense, là, la CSG qui va être précomptée, notamment pour aussi qu'elle puisse être déversée au niveau... Voilà. Et qui peut être, alors du coup, non déductible, dans la mesure où l'intéressement est placé. Donc, elle sera intégralement non déductible. Donc là, il faut faire attention quand on met en place ce type de ligne. Donc, effectivement, c'est 8% intégralement non déductible dans la mesure où les gens le placent dans le PE pour 5 années. Donc voilà. Alors qu'avant, on avait plutôt un document annexe. On le mettait plutôt sur un document à part, au niveau de tout ce qui était épargne salariale, finalement. Donc à suivre. Bon, je pense qu'on aura après des développements. Bon, il y a eu un décret là notamment sur le fait d'intégrer maintenant la retenue à la source sur le nouveau bulletin de paye. Mais bon, ce sera décalé d'un an. On va le voir un petit peu plus tard. Le dernier décret qui est intervenu a indiqué qu'on n'était pas tenu d'afficher le taux de cotisation, parce qu'il y avait un débat là-dessus. Est-ce qu'on devait afficher le taux ou au contraire laisser uniquement les montants de cotisation? Et là, il a été dit, vous n'avez pas affiché le taux des cotisations employeurs. Donc là, on a eu des précisions là-dessus. Alors, on va évoquer maintenant la dématérialisation du bulletin. Alors l'idée, c'est de remettre le bulletin de paye non plus sous forme papier, donc pour le salarié, mais plutôt d'avoir un bulletin de paye qui va être déposé sur un coffre-fort électronique où le salarié pourra le récupérer. Alors il y a une évolution là, il y a eu un décret en fin d'année, 2016, qui change un petit peu cette possibilité en disant que désormais on n'est plus tenu finalement d'avoir un accord écrit du salarié pour le faire, mais en fait il faut que le salarié s'y oppose. Donc dans la mesure où il ne s'y oppose pas, c'est considéré comme étant une remise qui peut se faire par ce biais-là. Alors, est-ce que pour certains, vous y êtes passé à ça? Oui, disons que le but, après, c'est qu'il y a un bon... Alors, il y a des entreprises qui me disent, nous, parfois, c'est décevant, on va être un taux de 15% à peu près effectivement, d'options. Et puis, d'autres, au contraire, me disent, au fil des ans, et notamment avec le nouveau texte, on ne leur présente pas forcément de façon importante la possibilité de s'y opposer. On ne leur dit pas que ce n'est pas possible, parce que ce ne serait pas conforme aux règles, mais qui sont un petit peu filous là-dessus. Et finalement, voilà, on sent que ça monte petit à petit. Alors on sent quand même qu'il y a un mouvement petit à petit qui se fait d'aller vers le coffre-fort électronique. On n'a pas ouvert aux saisonniers parce que c'est... Ah ouais, là je pense que ce serait... c'est-à-dire le temps d'obtenir l'accord, il serait déjà plus là, je pense. Non, on leur demande pas. Oui, d'accord. Sur Internet. Oui. Les saisonniers n'attendent que ça. Donc eux, au contraire... Oui, parce que c'est des personnes qui peuvent avoir pas mal d'employeurs, donc ça permet d'avoir de le faire. Alors il y a deux choses. Il y a une société qui va héberger en fait donc c'est des sociétés qui sont sur le secteur marchand, qui vont vous proposer d'héberger le dépôt de votre bulletin de paye. Il y en a effectivement 4-5. Alors on entend souvent Digipost par exemple. Donc en fait l'entreprise dépose le bulletin de paye sur ce site et donc le salarié il a accès donc effectivement. Voilà, c'est ça. Et puis alors par contre dans la loi la loi travail, dite loi El Khomri, il a été prévu qu'il y a quand même une possibilité d'accès via le CPA, le compte personnel d'activité. Par contre, donc c'est géré par la Caisse des dépôts et consignations. Par contre, là la difficulté c'était de transférer les bulletins de paye sur ce site. Ça aurait été un travail énorme, un coût énorme. Donc finalement, il a été retenu qu'il y avait simplement un lien sur le CPA qui vous envoyait sur l'hébergeur que vous avez choisi en tant qu'entreprise. Et le coût, normalement, le coût il se fait sur le dépôt, sur le transfert du bulletin que vous faites, en fait au moins le mois. C'est-à-dire que ce n'est pas sur la conservation des bulletins de paye, mais c'est sur le flux qui se fait tous les mois, tout simplement.
Alors on va voir un peu les avantages et inconvénients. C'est-à-dire que concrètement, c'est le salarié qui va activer son compte. Donc effectivement, il faut quand même qu'il ait une démarche positive d'ouvrir son compte, effectivement. Même si on n'a pas un accord express de sa part, tout à fait. J'ai plusieurs personnes qui me l'ont relevé ça en stage en me disant bon, faut quand même qu'il ait envie d'ouvrir son compte. Le décret nous dit on peut opter pour à chaque moment pour la dématérialisation, mais on peut souhaiter revenir en arrière. Donc, alors là, vous avez je vous ai mis plusieurs diapos avec la procédure, où finalement, je peux dire à un moment donné, moi, la dématérialisation, ça ne me convient pas. Je préfère revenir au papier. Bon, je pense que ce ne sera pas trop le cas, mais en tout cas, c'est prévu par les textes. Donc, pour la mise en place, il faut au moins 1 mois à l'avance le proposer aux salariés. Donc là, on va pouvoir le mettre en place. Donc s'il s'y oppose, par contre, on est bloqué là-dessus. Mais il y a un délai d'1 mois. Donc il peut exercer son droit d'opposition à tout moment, donc même plus tard, même si on lui a proposé une première fois. Et lorsque l'opposition est notifiée postérieurement à la première mission, la demande prend effet dans les 3 mois. C'est-à-dire que là, on a quand même 3 mois pour aller vers le choix qu'il a fait. Donc à chaque moment. Donc ça peut être un peu, par contre, contraignant pour l'entreprise. On peut avoir des personnes qui optent pour la démat et puis éventuellement qui reviendraient dessus. Mais bon, je pense que globalement, des gens qui l'ont adopté ne reviennent pas en arrière. Globalement. Et puis, alors, il y a après un délai de conservation qui se fait, alors qui est important, donc jusqu'à 75 ans, si on veut montrer son bulletin de paye à ses petits-enfants notamment. Mais après 75 ans, ça coupe. Par contre, c'est fini. Voilà, et puis autrement, c'est pendant 50 ans à compter de l'émission qu'on a fait du bulletin de paye. Et ça, c'est important. J'ai eu une entreprise l'autre fois qui me disait... Nous, on a un petit problème par rapport à ça, c'est qu'on a un outil interne et en fait, quand les personnes quittent, donc c'était un établissement financier, quand la personne quitte l'entreprise, finalement, elle peut perdre l'accès à son compte, le compte privé, sauf si elle garde un compte à la banque. Et là, à mon avis, il y a un problème juridique là-dessus. C'est pas bien, à mon avis, très clairement. C'est pas bien, c'est pas bien. Là, on peut conserver l'accès dans chaque... mais il n'y a pas de transfert si on va dans une nouvelle entreprise, on aura l'hébergeur de l'entreprise tel qu'elle l'a choisi. Mais on aura du coup plusieurs... si c'est le même hébergeur, il n'y a pas de souci. Ouais. Voilà. Là, par contre, chacun garde l'autonomie, mais autrement, si c'est le même... Voilà, bon, puis le CPA, vous savez qu'il y a les points de pénibilité, il y a les points de formation. Bon, l'idée, c'est d'avoir à un moment donné un compte où on aura l'ensemble des droits de notre vie de salarié collectés sur un compte. Donc c'est l'idée, effectivement, pas mal. Bon, peut-être, moi, je ne serais pas surpris que dans quelques années, on ait peut-être une obligation d'avoir un bulletin de paye qui soit dématérialisé. Peut-être qu'on se dira, on a connu le bulletin papier éventuellement. Mais bon, il n'y a rien de fait là-dessus. Voilà, puis vous avez un petit schéma là, avec le processus de démat du bulletin de paye. Alors certains, je ne sais pas si vous l'avez fait pour certains, ils créent même des réseaux sociaux internes. Et en fait, ils déposent le bulletin de paye. Donc, il y a une petite alerte là, qui se fait au moment où c'est déposé. Donc, certains vont vers ça. Alors après, il y a la question du coût. Parce que c'est souvent un comparatif. Donc là, moi, je vous ai fait un tableau en essayant de voir les avantages et inconvénients de chaque élément. Alors, moi, il m'a semblé que dans les avantages... vous avez plus le problème de la perte du bulletin. J'entends par là. Éventuellement, vous pouvez avoir parfois des salariés qui viennent vous voir souvent dans les services paye en vous disant « j'ai égaré mon bulletin ». Donc c'est une énergie assez importante, voire du temps, donc de l'argent, à redonner le bulletin. Ce qui finalement n'est pas obligatoire légalement. On pourrait très bien ne pas le redonner, mais souvent on le fait.
Et donc, c'est peut-être, là, c'est un avantage plutôt pour l'entreprise de se dire, voilà, je donne ce bulletin, enfin, je n'ai pas redonné ce bulletin, puisqu'il est dématérialisé. Éventuellement l'économie, alors ce n'est pas toujours le cas. Il y a des entreprises qui disent on a plutôt gagné de l'argent parce que nous, on le mettait sous pli, on était sur des enveloppes, on mettait un timbre, donc la dématérialisation nous coûte moins cher. Mais d'autres me disent non, c'est sensiblement la même chose. Bon, je sais pas, pour certains, est-ce que vous avez noté un gain là-dessus ou pas pour ceux qui l'ont fait, donc un gain. Est-ce que vous avez un petit peu regardé l'économie réalisée par bulletin? Quelques centimes, donc voilà, ça peut être un autre avantage. Et puis, on peut avoir aussi un stockage plus simple. Effectivement, ça évite les chemises qui, petit à petit, on se dit, tiens, il y a quelques années de fête déjà. Donc voilà, donc c'est les avantages. Alors les inconvénients, c'est peut-être effectivement... Bon, j'ai mis équipement des salariés en informatique, mais de façon plus large, c'est aussi l'adhésion du salarié à ça. Ouais, effectivement, c'est oui, est-ce qu'il est équipé? Est-ce qu'on a une population qui sera motivée par une dématérialisation du bulletin pour différentes raisons? Est-ce que je suis bien équipé, etc., etc. Donc voilà. Et puis l'inconvénient, c'est l'adhésion des salariés. On est obligé de la demander. Donc on reste avec une population qui a le bulletin papier, et puis une population qui a le dématérialisé. Donc voilà pour cette. Bon, c'est plutôt, je pense, un progrès là aussi. Alors le troisième thème, non, il n'y a pas d'obligation du tout. Ça, c'est un point important. Si vous avez des gens qui vous démarchent et qui vous disent attention, vous allez être obligé de dématérialiser votre bulletin, il n'y a aucun calendrier rendu obligatoire. Pour l'instant, on est dans le décret à dire que une entreprise qui souhaite le faire, elle le fait. Mais il n'y a pas d'obligation. Puis le salarié n'est pas obligé non plus de... donc voilà, il n'y a aucun caractère obligatoire pour l'instant. Donc voilà, alors, troisième thème, alors là qui est beaucoup plus flou pour l'instant, donc il n'y a rien de, fait. J'ai souhaité vous mettre en avant les évolutions probables que l'on aura, alors ça peut être dans les mois ou les années qui viennent. Bien sûr, si les textes sont votés. Ce qui est quasiment acquis, c'est ça. Enfin, acquis, bien sûr, il y aura le processus législatif. Ça va être dans les lois de finances et lois de financement de fin d'année qui devraient se... Alors, en 2018, on devrait avoir une suppression des cotisations salariales Pôle emploi et maladie, donc qui représente un taux de 3,15%. Et on va voir par contre une hausse de la CSG d'1,70 %. Alors donc ce qui fait plutôt un gain pour le salarié en bas de sa paye, ce qui peut expliquer le fait que la retenue à la source a été décalée d'1 an, parce qu'autrement ça n'aura pas été visible sur le bulletin de paie des salariés. Alors concrètement, vous avez donc un gain au niveau des points 3,15 par rapport à 70. Vous êtes sur un gain d'1,45 %. Bon, on pourrait rentrer dans les détails, parce que la CSG, vous avez le brut, c'est 98,25 %. Vous avez les cotisations patronales de prévoyance et de mutuelle qui viennent s'ajouter. Donc c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais globalement, on va dire que c'est ça. Sur un salaire de 2 000 € brut, ça fait un gain globalement de 29 € par mois. Il y a effectivement une problématique sur les régimes spéciaux ou la fonction publique, où il n'y a pas ces cotisations maladie et chômage, puisque vous avez le 1% là de solidarité. Donc là, je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent un moyen d'essayer d'avoir une égalité de traitement là-dessus. La hausse de la CSG, oui, par contre. Là, je pense qu'ils vont trouver un mécanisme de compensation.
Hein, donc, alors les perdants, par contre, ça va être les retraités. Les retraités, alors il a été prévu qu'il n'y aura pas de hausse de la CSG pour les personnes qui ont une retraite inférieure à 1 200 euros par mois, par part aussi, par personne. Donc voilà, mais eux, la CSG va augmenter. Donc des retraités qui ont plus de 1 200 euros perdront effectivement, eux, à peu près 17 euros par mois. Alors 17 euros par tranche de 1 000 euros en fait. Hein, donc 2 000 euros, 34, etc. Hein, donc, alors ça, ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que ça va être sur le déductible ou le non déductible, hein. Parce qu'indirectement, ils vont être rattrapés par les impôts. Ça pourrait être une correction du gain en disant effectivement, si ils partent sur la non déductible, ça veut dire qu'on paiera des impôts en plus. Donc là, il n'y a plus de gain. Il y en aura un, mais il est limité. Si, il y en aura un, mais puis après, il y a plein de questions aussi. Imaginez, donc la CSG, elle est sur les revenus d'activité, mais elle est aussi sur les revenus de remplacement, dont la maladie. Donc si les IJ, en fait, voient une CSG augmenter, donc la CSG les IJ vont diminuer, et donc en cas de maladie, c'est vous qui faites le complément employeur dans certaines conditions. Donc là, alors vous faites un maintien du net. Alors, si vous faites un maintien du net, ce qu'on appelle strict, un maintien du net tout au moins, où vous maintenez vraiment le salaire net du salarié dans son intégralité, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui supportera finalement l'augmentation de la CSG. Hein, ou alors, il y a des entreprises qui décideront peut-être de dire, du coup, on décide de ne plus supporter la hausse de la CSG, donc c'est le salarié qui en subit le coût. Il y a un arrêt de la Cour de cassation là qui l'admet. Une jurisprudence qui nous dit qu'on peut faire un maintien strict, c'est-à-dire que l'entreprise ne maintient pas la partie qui correspond en fait à la CSG sur les IJ. Hein, donc voilà, c'est globalement plutôt positif pour le salarié. Il y a une augmentation du salaire qui est à peu près, faut se dire de 14 euros par tranche de 1 000 euros, mais qui est atténuée parce que vous disiez effectivement déductible, non déductible, point d'interrogation, l'intéressement, la participation, bien sûr. Parce que là, sur tous ces montants-là, la CSG, ça ratisse plus large, la CSG, ça touche tous les niveaux de revenus. Bon, bien sûr, les gens qui ont des placements, ou là... oui, alors je crois pour les allocations chômage, je crois qu'il a exclu, elle serait exclue, mais bon, tout ce que je vous dis là, attention, c'est pas à prendre pour argent comptant, parce qu'on est vraiment, le texte n'est même pas encore déposé. On sait. Là, par contre, on a une confirmation selon laquelle ça se fera en janvier 2018. Ça, donc, parce qu'il y a eu. Alors, par contre, ça là, on n'entend plus parler. C'est-à-dire qu'il y avait eu dans le programme une décision de remettre en place la loi TEPA versus cotisation, donc de ne pas mettre en place la part, la part fiscale. Mais là, du coup, que ce soit dans le discours à Versailles, dans le discours également devant l'Assemblée nationale du Premier ministre, ce n'est pas des thèmes qui ont été repris. Donc là, on n'est pas du tout sûr que ça se fera pour cette partie hors sup. Et puis autrement, vous savez qu'on a actuellement, on a d'un côté pour les entreprises, donc vous avez la réduction générale de cotisation, dite réduction Fillon, qui fait l'objet d'un calcul assez technique, qui est paramétré en paye, mais qui fait l'objet de contrôle par l'URSSAF. Donc effectivement, c'est quand même assez compliqué. On peut avoir parfois des redressements là-dessus, notamment sur des cas spécifiques, en cas de maladie, etc. Et puis il y a à côté le CICE, donc CICE qui est un crédit d'impôt, qui vient en moins de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est au service paye de transmettre l'info au service financier. Donc avec là pour l'année pour cette année, donc on est passé à 7% de la masse salariale éligible. Donc c'est les personnes qui ne dépassent pas 2,5 SMIC. Pour la réduction Fillon, c'est les personnes qui ne gagnent pas plus qu'1,6 SMIC.
Puis la réduction allocation familiale, qui est une troisième réduction. Donc c'est pour les personnes qui ne dépassent pas 3,5 SMIC. Donc on voit que pour les services paye, c'est quand même, ça se fait, c'est paramétré. Mais c'est quand même compliqué, il y a des possibilités d'erreur aussi. Donc la volonté qui a été émise, c'est de regrouper le CICE avec les allègements de cotisation. Donc ce qui serait aussi intéressant pour les entreprises, parce que là vous avez le CICE, vous avez un décalage d'1 an. C'est-à-dire que le CICE, il est calculé sur, par exemple, 2017, mais il est applicable en 2018. Alors que les allègements de charges, c'est fait en année N. Enfin, c'est l'année N. Alors, compte tenu de ce qui a été dit par la Cour des comptes la semaine dernière ou il y a 15 jours, et des contraintes budgétaires qui sont émises, là, dans les derniers développements qu'on a pu entendre, ça se serait décalé plutôt à 2019. Donc ça se ferait pas en 2018, mais plutôt en 2019. Donc ça veut dire qu'il faudrait refaire les paramétrages sur cette... Enfin, on aura un groupement des deux. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a pu entendre. Et puis, alors il y a aussi une volonté, a priori, on verra la forme que ça prendra, mais de fusionner le contrat d'apprentissage et le contrat de professionnalisation. Parce qu'ils se rendent compte que ces deux contrats qui sont pour des jeunes avec des rémunérations assez différentes, parfois une activité qui est sensiblement la même. Le bas de paye n'est pas du tout le même, puisque l'apprenti est exonéré de charges, le contrat pro ne l'est pas. Donc tout ça, c'est un petit peu dommage. Et il y a une volonté peut-être de fusionner les deux. Alors par contre, je ne sais pas au stade d'aujourd'hui, si vous voulez, la forme que ça prendra. Est-ce qu'on sera plutôt sur le contrat d'apprentissage, le contrat de professionnalisation? Donc j'imagine que vous en avez les deux. Donc voilà. Là, j'ai pas vu de calendrier là-dessus. Par contre, sur... Oui. Oui. Alors oui, je pense qu'il y aura une... Oui, alors les associations seraient du coup éligibles puisqu'on serait sur un allègement de charges. Donc je pense que le CITS disparaîtrait et puis serait englobé dans cette nouvelle réduction de charges qui intégrerait donc le CITS pour les associations, le CICE pour le secteur marchand, donc dans cette nouvelle formule de calcul. Mais à suivre, on verra la forme que ça prendra. Donc voilà, et puis il y aura une aide. Alors l'aide, l'aide pour les contrats en alternant, il voudrait plutôt qu'elle soit fonction de la taille de l'entreprise. Donc là aussi, il y aura une grille unique en fonction de la taille de l'entreprise. Là, par contre, je ne vous ai pas mis les développements en droit du travail, puisque vous savez que le premier sujet là, qui est sur le feu, là, c'est donc cet été la modification du Code du travail, donc qui va se faire par ordonnance. Donc là, c'est en débat devant l'Assemblée nationale. Voilà, grille unique de rémunération des apprentis. Donc création d'un bonus-malus pour l'assurance chômage. Alors ça, c'est un peu étonnant parce que vous avez vu que on avait là jusqu'à maintenant, donc on a un taux Pôle emploi qui est une charge patronale, salariale patronale, globalement qui est de 4 points pour la partie employeur. Mais on avait une surcotisation pour les CDD de courte durée qui disparaît au mois d'octobre. Alors pour les contrats, alors ça touche pas les CDD de remplacement, c'est uniquement les surcroîts d'activité. Donc, alors vous avez une surcotisation qui est de 3 points ou 1,5 point de mémoire. Donc selon la durée du contrat, un contrat de moins d'1 mois, c'est 3 points. Donc au lieu d'être à 4% au niveau Pôle emploi, on est à 7. Et donc ça c'est supprimé en octobre, sur la paye d'octobre.
Hein, vous avez dû voir autrement l'AGS qui avait diminué à 0, qui était passé à 0,15, hein, donc pour le mois de juillet. Donc là, l'ambition, si on peut dire, ce sera de remettre en place une sorte de système bonus-malus pour les entreprises. Bon, l'idée, c'est que si on a beaucoup de CDI, on cotisera un taux de droit commun. Et puis si par contre, on a beaucoup de CDD, donc ce serait une augmentation du taux. Enfin, on imagine que ce serait ça. Donc ça serait une réintroduction de ces règles-là qui disparaissent en octobre. Donc vous voyez, hein, pas mal de choses, là, pas mal de paramétrages. Hein, donc avec là, en marge, hein, je ne l'ai pas forcément mis dans le PowerPoint, mais il va y avoir un gros changement au niveau des plafonds là, en 2018, hein, sur les calculs de plafond. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un décret du 9 mai 2017, donc il modifie les calculs de plafond en cas d'absence, en cas d'entrée-sortie. Donc ça voudra dire un gros travail de paramétrage là, en début d'année ou en fin d'année. Hein, donc, voilà, donc une volonté aussi de créer un congé de maternité unique. Hein, donc pour toutes les, quelle que soit la profession, que les gens soient indépendants. Alors compte pénibilité, là on en a eu, on en sait plus. Depuis quelques jours. Vous savez qu'il avait été créé un compte pénibilité. Donc compte pénibilité qui est financé par deux taux. Hein, donc un taux qui est pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, là, qui est à 0,01%. Et puis vous avez un taux pour les personnes assujetties à un risque pénibilité. Hein, donc avec aujourd'hui, vous avez 10 critères. Hein, alors dans les... donc le gouvernement a envoyé une lettre aux partenaires sociaux. Datée du 8 juillet, dans laquelle elle cadre certaines modifications à venir, hein, modifications possibles. Alors, il changerait le nom déjà. On ne serait plus sur le compte pénibilité, hein, mais ce serait un compte professionnel de prévention. Hein, donc, c'est le premier changement. Hein, c'est dans le terme qui est utilisé. Et puis, il y a 4 facteurs de risque qui ne seraient plus comptabilisés dans la pénibilité. Hein, mais il transférerait plutôt dans la branche maladie professionnelle AT. Hein, donc ça pourrait générer... Alors c'est tout ce qui est très compliqué à identifier, c'est-à-dire les postures pénibles, les charges, vous avez autrement les agents chimiques, et puis j'ai oublié le quatrième. Hein, donc si c'est les vibrations mécaniques. Hein, les gens qui font du marteau-piqueur notamment. Alors, le compte pénibilité ne serait plus non plus financé par les cotisations actuelles. C'est-à-dire que les cotisations actuelles seront, si tout ça passe, seront supprimées pour mettre en place... alors, ce serait géré par le taux accident de travail maladie professionnelle. Hein, donc, ce serait intégré dans ce taux-là, donc à suivre. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que les gens qui sont sur les opérationnels qui sont sur le terrain vous identifient les personnes concernées et puis transfèrent au service paye l'info et puis qu'ensuite ça aille dans la DSN. Hein, ce qui est déjà un peu difficile, hein, parfois. Je ne sais pas là-dessus, pour ceux qui sont soumis à la pénibilité, parfois on me dit on a vraiment l'info. Vraiment en fin d'année, il faut qu'on leur rappelle qu'il faut qu'on ait cette info pour la cotisation, mais également pour l'identification, non pas des gens pénibles, hein, mais des gens soumis à la pénibilité. Hein, donc voilà, mais je pense que le processus qu'on a aujourd'hui, il sera le même finalement. Sauf qu'il n'y aurait plus de cotisation. Bon, je parle au conditionnel, hein, parce que parfois entre ce qui se dit à un moment donné et... ce qui est la réalité après dans les textes, on peut avoir un petit décalage. Hein, mais je pense qu'ils se rendent compte que la pénibilité est quand même très difficile à mesurer pour certains. Alors pas tellement pour certains critères, parce que un critère de nuit, on peut le gérer par la GTA, hein, par la gestion des temps, mais un critère de posture sur un nombre d'heures dans l'année, c'est... peut guère passer que par des postes qui vont permettre de nous dire que oui ou non
Donc voilà, alors après, il y a ce dernier point, qui est plus du droit du travail en tant que tel. Donc c'est beaucoup débattu là actuellement. Ce serait d'avoir, aujourd'hui, lorsque vous avez un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en fait, c'est le juge qui évalue le montant des dommages-intérêts avec un montant qui est assez, variable. Selon le profil du salarié, selon la zone géographique où il habite, etc., etc. Donc l'idée du législateur, ce serait éventuellement de créer un barème en disant il y aura un plus et un moins, donc un plancher, un plafond, pour qu'il y ait un niveau d'indemnisation qui soit plus transparent pour les entreprises. Donc là, est-ce que ça se fera? On verra. Ça va être l'objet de négociations là, durant l'été, puisqu'ils souhaitent aboutir à la fin de l'été, c'est-à-dire le 21 septembre. Donc voilà, à suivre. Là, ça va. Donc là, il y a aussi la taxe d'habitation là qui devrait être supprimée, de façon progressive. Et ça démarrerait, d'après ce que j'ai pu lire hier, à partir de l'année prochaine. Je pense que le démarrage se ferait. Mais donc voilà. Bon, vous n'avez pas eu de questions là déjà de salariés vous disant l'an prochain, c'est un peu tôt, de toute façon, il vaut mieux pas trop s'avancer alors que les textes ne sont pas du tout... le point peut-être positif qu'on aura l'année prochaine, c'est ce net de bas de bulletin de paye qui augmentera de ce qu'on a vu. C'est vrai, les plafonds vont augmenter aussi. La mutuelle augmente tous les ans. Oui, ça érode un petit peu les montants. Voilà, mais en tout cas du boulot pour nous. On n'en manque pas en général dans les services paye, c'est vrai que... Mais là, on voit bien que ça continue à évoluer de façon importante. Alors après, j'ai souhaité vous parler de la retenue à la source, c'est-à-dire ce qui était prévu normalement. Donc, ce qui est acquis, on gagne une année. On gagne une année. Je ne sais pas si c'est un gain, si je peux le présenter comme ça, mais disons que c'est décalé d'une année. Voilà, c'est décalé d'une année. Alors, ce qui était normalement prévu, le calendrier, ça devait démarrer en 2018. Donc là, on a fait notre déclaration de revenus au printemps, mai-juin. Donc le taux, donc du coup les impôts calculent notre impôt. Et puis vers le mois d'août, on a notre avis d'imposition avec le taux d'impôt et puis le montant à payer. Donc là, on devait alors normalement avoir notre taux d'imposition dans ce document. Ce taux aura été transmis via la DSN à l'entreprise. Donc vous auriez eu un flux avec tous les taux des personnes concernées, sauf ceux qui auraient opté pour ce qu'on appelle un taux neutre. Parce que certains salariés peuvent ne pas vouloir que l'entreprise sache leur taux global d'imposition. Parce que le taux, il tient compte de notre situation familiale, des revenus qu'on a dans l'entreprise, mais des revenus aussi qu'on a par ailleurs. Donc c'est décalé d'un an, donc ça veut dire que l'année de transition, puisque c'est pas une année blanche, il y a quand même un problème où on a une année où on ne peut pas à la fois payer le nouvel impôt sur les revenus qu'on commence à acquérir à partir du début de l'année, plus payer les impôts sur les revenus de l'année N-1, puisque la charge fiscale aura été très importante pour nous. Donc c'est une année de transition, telle qu'elle est présentée. Alors cette année de transition sera donc 2018. Donc 2018. Et là, il découpe les revenus en deux parties. Donc vous avez les revenus normaux. Bon, j'espère qu'il va écrire. Donc vous avez les revenus normaux. Donc revenus normaux. Et puis les revenus exceptionnels. Donc revenus exceptionnels. Donc là sur 2018. Donc les revenus normaux vont faire l'objet d'un crédit d'impôt.
C'est-à-dire que une personne qui aurait un revenu de 40 000 € et qui dont découlerait un impôt sur le revenu de 3 600 €, donc il aura un crédit d'impôt du même montant. Ce qui veut dire que ça effacera son imposition. Mais ça n'est que pour les revenus normaux. Et tous les revenus exceptionnels feront par contre l'objet d'une imposition donc en 2019. Alors les revenus exceptionnels, je ne sais pas si vous avez vu un peu, qu'est-ce qu'il y aurait comme revenu Voilà, les indemnités de licenciement, là les très hautes indemnités, l'intéressement non bloqué, la participation non bloquée, le CET, j'ai entendu. Oui, c'est ça. La monétisation de jours du CET sera un revenu exceptionnel pour la partie qui dépasse 10 jours. Donc au-delà de 10 jours. Le départ en retraite. Alors là, ça ferait l'objet d'une imposition. C'est-à-dire que si ça m'amène mon revenu, on va dire, à 50 000, c'est-à-dire 40 000 à plus 10 000. Donc j'arrive à 50 000. Donc là, avec un impôt sur le revenu, on va dire de 4 100 €. Donc le crédit d'impôt resterait sur 3 600. C'est-à-dire que les gens paieraient quand même 500 € d'impôt en 2019. Plus le démarrage de l'année 2019. Alors qui sera fonction du taux sur les revenus, donc dans un premier temps, revenus 2017, parce que moi, les revenus de 2017, je vais les déclarer au printemps 2018. Donc ça va vous donner le taux qui sera applicable à compter de janvier 2019. Puis je refais ma déclaration durant l'année 2019. Et mon taux change au mois d'août 2019. On pourra quand même bénéficier du système de l'étalement, mais après coup, effectivement. C'est-à-dire que la retenue à la source, finalement, est un prélèvement sur un taux qui a été déterminé sur les revenus qui interviennent, mais ça n'empêche pas l'année d'après de faire sa déclaration fiscale. Et le principe de la retenue à la source, c'est vrai que c'est je paye d'abord, et je suis l'année d'après. J'ai remarqué ça, moi, dans toutes les lectures que j'ai pu faire, c'est qu'on fait une avance c'est-à-dire que les crédits d'impôt que vous pouvez avoir ne sont pas dans le taux d'imposition que vous allez avoir. C'est-à-dire que vous avez un taux avant crédit d'impôt. Donc, en gros, vous faites l'avance de votre impôt. Et en août de l'année d'après, là, on recalcule votre impôt et vous avez effectivement votre restitution, 6 crédits d'impôt. Donc là, je pense que le système de l'étalement ou du quotient là, qui est possible en cas de départ en retraite, il se fera qu'au moment de la déclaration du revenu et que l'entreprise, effectivement, elle appliquera le taux sur la totalité de l'indemnité au moment où c'est versé. C'est l'idée qu'on peut en avoir. Donc ce report est selon... Alors il y a sûrement l'argument qu'on a vu tout à l'heure du net, parce que forcément notre net va diminuer. Mais également, donc selon le gouvernement, c'est censé permettre d'examiner, alors j'aime bien le terme, la robustesse technique et opérationnelle du dispositif de retenue à la source et d'évaluer la réalité de la charge induite par les collecteurs. Traduisez collecteur, donc c'est l'entreprise. Donc en gros, est-ce que ça ne va pas vous demander trop de travail avec des difficultés concrètes? Donc ça, ils voudraient l'évaluer. Alors c'est pour ça qu'ils ont créé là, un module DSN test pour ceux qui veulent. Je crois que ça démarre là en ce moment. Bon, ceux qui veulent s'exercer à la retenue à la source, vous l'avez, vous êtes dans les pilotes. Donc voilà, ça permet... Alors, il est possible, effectivement, c'est tout à fait, envisageable, que finalement, ils se disent à un moment donné que la retenue à la source n'est peut-être pas la bonne façon de collecter mois par mois l'impôt sur le salaire du salarié. On aurait très bien pu imaginer notamment une mensualisation. C'était le projet qui était soutenu plutôt par le Sénat. Enfin, je sais qu'il y a une demande à un moment donné de dire que c'est plutôt peut-être aux impôts d'obliger à la mensualisation toutes les personnes, finalement, parce qu'ils connaissent bien la situation du salarié. Bon, là, le problème quand même, c'est qu'à la fois,
C'est vrai que c'est à l'entreprise de le faire, mais la sanction est quand même assez importante. Si jamais on fait mal la retenue à la source, on est tenu financièrement de bien la faire, si on a des pénalités dans les montants transmis. On a aussi des pénalités qui sont liées au secret professionnel. Hein, donc c'est quand même... la peur un petit peu des services payés, c'est de dire qu'il va vraiment falloir qu'on se situe de façon importante en disant attention, qu'est-ce qu'on a à faire nous? C'est juste à retenir sur votre net imposable un taux, donc on doit prélever ce montant-là. Puis nous, ça s'arrête là. Hein, parce que tout ce qui est, moi en cours d'année, on peut avoir des cas dans lesquels la situation familiale va être modifiée. Donc là, ce sera aux salariés d'aller voir les impôts en disant j'ai une naissance, donc j'ai une demi-part supplémentaire, donc ça change mon taux. Parce que là, pour lui, ce sera l'interlocuteur, ce sera effectivement, a priori l'entreprise, non, hein, ce sera d'aller aux impôts. Donc voilà, alors il est possible effectivement ce que vous disiez que finalement ça se fasse pas, peut-être. Par la DSN, vous allez avoir un nouveau taux, donc il faudra appliquer au plus tôt ce taux dans les 2 mois qui suivent. Mais il n'y aura pas de rétroactivité. Hein, donc toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que durant toute l'année, vous allez avoir vos retenues. Hein, par exemple, là, si ça démarre en 2019, donc vous allez avoir vos retenues qui vont se faire, et puis vous ferez votre déclaration en avril-mai 2020. Et puis, plus le taux est élevé, plus ils vous ont prélevé des sommes. Ils vont faire le calcul de votre impôt global donc l'année d'après, et puis ils vous restitueront des sommes au mois d'août. Hein, c'est à peu près ça, août-septembre. Voilà, donc c'est tout ça, pas simple à mettre. Alors là aussi, il y a parfois, les entreprises disent il y a quand même un coût par rapport à ça, parce que nous, on a des versions logicielles qui augmentent. Alors c'est vrai qu'on a un discours des ministres qui nous disent il n'y a pas de souci, c'est gratuit, il n'y a pas de... Puis finalement, souvent les entreprises me disent on a des montées de versions de logiciels et on voit bien que la facture augmente un petit peu. Donc puis le temps passé, puis c'est effectivement... c'est vrai que si vous êtes 2 pour, vous disiez 3 000 ou 6 000 c'est 6 000 Oui. À contrôler. Donc, alors justement, on en parlera à la fin. On aura sûrement une évolution du post-paye qui sera beaucoup sur les contrôles à l'avenir. Voilà, mais effectivement, c'est pas acquis. Il faudra être attentif. Donc là, alors dans le calendrier, en fait, il y a un projet d'habilitation du gouvernement pour faire des ordonnances en matière de droit du travail. Et à l'intérieur, il y a également un article qui porte sur la retenue à la source. Et donc où là, c'est la base juridique du report. Si vous voulez, la base juridique du report, elle serait dans cet été, dans le projet, dans les ordonnances qui seraient passées, on dirait on reporte d'un an. Mais c'est quasiment, je pense, que c'est quasiment acté. Hein, donc, après, ce qui peut être un petit peu gênant, c'est sur l'année de transfert, l'année de transition, parce que certains avaient déjà anticipé en se disant, moi j'ai mis 10 jours de monétisation de CET. Pour ça qu'il faut être assez prudent dans la communication que l'on peut avoir là-dessus. Alors là, je vous ai mis... Alors attention, c'est le calendrier qui était le calendrier prévisionnel. C'est pas il est décalé d'1 an, finalement. Donc l'administration fiscale devrait transmettre à l'entreprise le taux de prélèvement pour chaque salarié. Donc ce taux a été calculé sur la base des revenus 2016. Donc c'est ce qu'on a dit finalement. Mais là, c'est plus 1er janvier 2018, mais plutôt 2019. Alors oui, ce qui est important, c'est qu'on aura soit un taux collectif pour le couple, soit on pourra demander le bénéfice d'un taux individuel. C'est-à-dire chaque membre du couple pourra dire comme on a un écart de revenus, moi je préfère être imposé sur mon... ils sont pour la paix des ménages. Voilà, alors les gens pourront arbitrer, mais là, nous aussi, en tant qu'entreprise, ce ne sera pas plus compliqué. On aura le taux qui nous sera transmis, qui sera le taux de la personne et non pas... donc voilà pour... puis après, il faudra, dès qu'il y a un changement de situation familiale, il faudra que les gens le communiquent, ils auront un délai. Après, on est dans les seuls à ne pas le faire en Europe, je crois. Donc on a peut-être un impôt un petit peu plus compliqué que les autres pays, mais
Donc, voilà. Et puis, donc voilà, c'est ce que je vous ai dit sur les couples. Donc la répartition du prélèvement entre conjoints pourra faire l'objet d'un choix. Donc, et ils modifieront aussi le barème de saisie, puisque le net en fait va diminuer. Donc le barème de saisie arrêt sera diminué aussi, pour que le reste à vivre du salarié reste assez élevé. Puis là, je vous ai mis, alors c'est le barème du taux, le taux dit neutre, c'est-à-dire que le salarié aura la possibilité donc de ne pas que l'on prenne son taux indiqué dans l'avis d'imposition. Donc il pourra dire non, moi je souhaite un taux neutre. Donc là, votre logiciel paye intégrera, en fait, si vous voulez, il intégrera ce barème de taux. Et donc voilà, alors là c'est un barème mensuel qui porte sur le net imposable. Donc si vous avez un collègue qui a la chance de gagner 33 681 € par mois, on lui prélèvera 43% sur son revenu. Donc voilà, c'est vrai que pour des personnes qui parfois ont un impôt et qui est optimisé par des crédits d'impôt, il faudra quand même qu'ils fassent l'avance des sommes. Et donc là, ça risque un petit peu de grincer des dents sur des dossiers comme ça. Voilà, puis alors la périodicité sera mensuelle. C'est-à-dire que donc en fait, il faudra prélever le montant tous les mois. Alors en fait, il y aura un RIB qui sera dédié à la collecte. Et puis en fait, les impôts, la DGIFP viendra puiser sur ce compte. Donc tous les mois. Alors je crois que c'est tous les trimestres pour les plus petites entreprises, mais autrement c'est tous les mois. Alors je crois que ça va être aux échéances, il m'a semblé lire de DSN. Donc là, alors ils disent d'ailleurs que le financement de la retenue à la source pour l'entreprise se fait aussi un petit peu en partie par éventuellement le gain de trésorerie entre le moment où on collecte et le moment, ça ne va pas être énorme, je pense, comme montant. Donc je crois qu'il faut vraiment se dire, parce qu'après on risque, même si on donne une information positive, qu'elle se révèle être inexacte, le salarié nous en voudra. On n'a pas à intervenir sur ce dossier-là. Donc voilà, oui, Puis je crois que les impôts ont dit aussi que ils étaient prêts. Il y a eu même des campagnes de pub. Il y a eu, ils auront normalement des numéros dédiés à ça. Donc vaut mieux être très très prudent parce que c'est un sujet sensible, les impôts. Ouais. Alors là, ce qu'on peut lire, c'est que dans la mesure où le précompte a été fait, les impôts se retourneront contre l'entreprise. C'est-à-dire qu'en aucun cas le salarié sera, sanctionné de ce type de pratique qui pourrait arriver. Si l'entreprise n'a pas les moyens ou ne paye pas, le salarié sera été collecté, lui sera là-dessus. Et pour justifier en cas de changement marital, par exemple, quelqu'un qui a payé sur un taux de 43%, oui. Il était au SMIC, pour après, en cas de séparation, dire voilà, moi j'ai déjà payé l'impôt de l'autre, etc. Alors normalement, ah oui, ah oui, alors là oui, ouais. Ça n'existe pas, ça, si. Si. Alors, ce qui sera fait, c'est que les prélèvements auront été faits, effectivement, des deux membres du couple. Et puis, il y aura l'impôt qui sera calculé l'année N+1. Et puis, là, les impôts verront avec le couple. Là, l'entreprise, elle aura fait son job. Elle aura appliqué le taux sur... si, il saura, parce qu'on aura un suivi de ce qui a été précompté, déjà on paye, il aura le montant de la retenue. Après, il aura, alors je crois qu'on aura sur le site www.impôt.gouv, là qui est très bien fait, on aura le montant des retenues qui aura été fait. Donc voilà, ils auront tous les éléments, mais là ça ne regardera plus l'entreprise. Il faudra lui dire, écoute, va voir comment dirais-je, tu vas voir ton conjoint, vous allez tous les deux, ça va peut-être vous permettre de vous remettre ensemble, vous allez voir le percepteur des impôts et voilà. Non mais c'est vrai qu'il va y avoir, même on peut très bien imaginer un couple où l'un souhaite avoir un taux individualisé, l'autre non, il faudra que le couple se mette d'accord là-dessus, donc
Voilà, t'es médiateur, c'est un nouveau métier, hein, médiateur. Voilà. Donc voilà pour. Donc je pense qu'on a vu à peu près sur le sujet là ce que je voulais. Ça va hein, pour les. Bon après il y aura des développements. Bon le code général des impôts a intégré l'ensemble de ces nouvelles règles. Hein. Ça veut dire que là. C'est acté dans les textes. Alors, au niveau paye, donc on aura le montant de la retenue. Donc, c'est-à-dire qu'on aura l'assiette, le taux et le montant qui apparaîtra sur le bulletin de paye, donc tout simplement. Alors, d'où les problèmes importants, ça je ne vous l'ai pas évoqué. Ce qui freine parfois au niveau de la dématérialisation, c'est les problématiques de sécurité. Je sais que là, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit, nous, on a le RIB sur nos bulletins de paye, donc là, on aura le montant de la retenue à la source. Donc, si on dématérialise le bulletin, bon, il faut vraiment qu'on s'assure de la sécurité. Mais bon, ça, normalement, c'est logique. Voilà, alors quelques mots de... Alors ça c'est voté, hein, c'est acté. Donc c'est au niveau de la contribution, il y a eu un accord sur le régime d'assurance chômage. Hein, alors cet accord a quelques impacts en paye, hein, notamment. Donc vous avez vu que le taux là augmentait, hein, il augmentait de 0,05, le taux patronal Pôle emploi. Par contre, l'AGS baisse là, en juillet de 0,05, donc finalement ça fait une opération nulle. Et par contre, donc à partir du 1er octobre, il supprime la majoration que je vous disais tout à l'heure de 3% ou de 0,50 ou 1,50 sur les CDD donc qui vont de 1 mois à 3 mois. Donc c'est supprimé à compter d'octobre. Donc là, le paramétrage que vous avez dû faire. Bon, après, ça dépend. Hein. Parfois, on me dit on a peu de cas. Et puis, par contre, vous n'avez plus l'exonération pour les jeunes de moins de 26 ans qui sont en CDI. Hein, parce que les jeunes embauchés en CDI de moins de 26 ans, vous aviez pour eux une exonération donc de 3 mois ou 4 mois selon l'effectif de votre entreprise. Donc ça aussi, c'est supprimé à la même date. Donc, je ne sais pas si vous l'appliquez pour certains. Donc, certains me disent on ne le faisait pas parce qu'on n'avait pas forcément l'info. C'est que 3 ou 4 mois, hein, donc ce n'est pas un délai non plus trop important. Et puis, alors également dans les changements que l'on a, alors vous avez également le différé d'indemnisation. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, ça, le différé d'indemnisation ? En fait, quand le salarié quitte l'entreprise, vous êtes amené à faire l'attestation Pôle emploi, via la DSN ou pas. Et dans cette attestation, on vous indique le total des indemnités versées aux salariés à l'occasion de la rupture. Et c'est découpé après en trois parties. Vous avez la partie légale, la partie conventionnelle, et la partie transactionnelle. Et en fait, Pôle emploi calcule un délai de carence sur la partie qui est supérieure à la loi. Donc si vous avez par exemple, on va dire un montant de... vous avez 25 000 € d'indemnité de licenciement légal, hein, et puis vous avez une indemnité finalement qui est versée, qui est de 48 000 €. Donc ça, c'est compte tenu de transactions ou éventuellement indemnité conventionnelle. Donc le delta entre les deux, 48 000 moins 25 000, à savoir là les 23 000, sont divisés par un montant en fait forfaitaire. Alors aujourd'hui c'est 90 €. Puis là le montant maintenant va bouger, va évoluer en fonction du plafond. Donc les 23 000 sont divisés par 90 et donnent un délai de carence que Pôle emploi applique aux salariés. C'est-à-dire que dans la mesure où il ne retrouve pas un travail, il n'est pas indemnisé. Alors là, en l'occurrence, vous seriez à... donc on sera à 23 000, donc divisé par 90. Donc 255 jours. Hein, je n'ai pas fait une erreur là. 23 000 divisé par 90. Si, c'est ça, 250. Alors,
Donc là, alors déjà d'une, important de bien remplir l'attestation Pôle emploi, parce que c'est vrai qu'il se base là-dessus. Oui. À la phase des 90, ça sera par quoi? Alors ça va être le montant, les 90 vont évoluer en fonction de l'évolution du plafond de Sécu. Donc si le plafond évolue de 2% l'an prochain, en gros ils diront 90% fois augmentation de 2%. Donc ça doit faire 1,80 €. Donc le calcul sera 91,80. Donc chaque année il évoluera de cette façon-là. Hein, donc voilà, d'où l'importance de bien remplir l'attestation. Alors ce qui est important, c'est que pour les départs, alors là je crois que c'est à compter de novembre me semble-t-il, ils ont décidé de limiter le différé d'indemnisation à 150 jours au lieu de 180. Hein, donc là il est diminué. Hein, donc s'il y a des procédures en cours, ça peut être intéressant. Alors vient en plus. Hein, oui, il y a 7 jours de différé d'indemnisation, il y a les jours de congés payés qui viennent en plus, et ce délai-là, donc qui décale d'autant l'indemnisation du salarié. Voilà. Alors, oui. Alors, c'est à compter d'octobre ou novembre. Ouais, c'est l'un des deux. Et si la procédure démarre après cette date-là, donc on applique le nouveau délai. Par contre, si elle a démarré avant, on applique l'ancien, les 180 jours. Voilà, c'est le démarrage de la procédure qui compte. Hein, voilà, et puis indemnisation des seniors. Alors là, donc vous savez qu'on a indemnisé différemment selon notre âge. Donc les moins de 50 ans jusqu'à maintenant, malheureusement, en cas de perte d'emploi, étaient indemnisés 24 mois. Au-delà de 50 ans, 36 mois. Et donc là, vous avez un calendrier donc à partir du 1er novembre, d'augmentation de l'âge pour l'entrée dans la filière senior, en fait. Hein, c'est-à-dire que maintenant, on sera indemnisé plus de 24 mois, mais à compter de 53 ans. Hein, ça démarre à compter de 53 ans, contre 50 ans aujourd'hui. Voilà, donc là, l'idée, c'était de faire des économies, bien qu'ils avaient l'air de dire que là, il y avait une dette importante, mais que le déficit allait plutôt évoluer de façon positive. Hein, donc voilà pour. Donc là, j'irais peut-être sur cet élément, c'est de s'assurer du bon remplissage de l'attestation Pôle emploi. Notamment, le cas que j'ai pas mal, c'est que parfois il y a des transactions qui sont faites et l'entreprise n'intègre pas dedans, ne l'intègre pas dans l'attestation Pôle emploi. Et donc là, on n'est pas à l'abri d'un risque si Pôle emploi s'en rend compte. En disant, il y aura dû y avoir un délai plus... Comment ? Ouais, voilà. Normalement, elle doit être intégrée effectivement dedans. Oui, parce qu'on l'a pas sur la paye. Donc voilà pour... donc oui, alors là, c'est pas de l'actualité, mais on a souhaité un petit peu... terminer par un état des lieux, peut-être aujourd'hui, puis donc là c'est l'occasion d'un débat aussi là-dessus, sur la fonction paye. Alors aujourd'hui, moi il me semble que c'est une fonction assez sensible, parce que on touche quand même à la paye des gens, donc déjà le net, faut qu'il soit bon. Il y a pas mal de regards de salariés sur les éléments variables, donc c'est quand même sensible. Si ça va bien, souvent on n'a pas trop de remarques, mais quand par contre la paye ne va pas bien, tout de suite, il peut y avoir des questions de DP, c'est important. Alors avec beaucoup de récurrence, alors moi les gens me disent de plus en plus, on a des délais tous les mois, c'est un peu un rouleau compresseur, quoi. Donc, et de plus en plus, on a une petite pression là-dessus. Donc moi j'ai mis aussi caractérisé par une évolution législative fréquente. On l'a vu ce matin. Hein. C'est vrai que ça n'arrête pas de changer. Là le taux AGS, on l'a su il y a 2 jours pour une application au mois de juillet. Donc c'est peut-être pas il y a 2 jours, mais c'était la semaine dernière. Hein. On l'a vraiment. Donc on l'a souvent en dernière limite au niveau du timing. Avec une complexité qui ne se dément pas, parce qu'ils ont même voulu simplifier, on voit que c'est toujours aussi compliqué pour l'instant. Il n'y a pas de... Alors tout ça, souvent on me dit c'est démoralisant. Là. Après le bon côté, c'est que c'est un métier qui est
du coup, qui est intéressant parce qu'il y a une valeur ajoutée qui est importante. Il y a aussi une connaissance importante à avoir également. Avec des risques URSSAF, vous devez avoir à peu près tous les 3 ans, je pense, l'URSSAF vient vous voir. Peut-être pas tout le temps, là, on sent que... Si vous oubliez, là, bon, bah, ils sont pas venus... Oui, des fois on me dit non, nous on ne les a pas vus depuis 4-5 ans. Et donc, bon, si le contrôle s'est bien passé la dernière fois, il n'y a pas de raison. Oui, le dernier contrôle, c'était il y a 3 ans, non, globalement, pour tout le monde, ou c'est plus vieux? Tous les... ça dépend des sites, peut-être, vous avez plusieurs sites. Pendant 10 ans. Alors c'est quelle URSSAF, c'est quelle région? Parce que ça va être intéressant. La Seine-Saint-Denis, d'accord. Donc, pendant 10 ans, il n'y a pas eu un seul contrôle sur aucune filiale, même sur les sociétés. D'accord. Ok, ah oui, ouais. Ils vous ont retrouvé, vous avez été égaré au niveau dossier. Puis, voilà, et puis des risques de contentieux avec des salariés, c'est globalement sur 3 ans. Bon, puis je pense qu'on a des gens en face de nous de plus en plus aussi informés, parce qu'on peut aller sur Google, on trouve des infos, alors après c'est un peu folklorique parfois, c'est pas toujours daté des... Donc voilà, alors est-ce que vous êtes d'accord avec ce tableau où il y a des choses... Bon, après on me dit on n'est pas toujours valorisé comme service dans l'entreprise, on considère on fait la paye. Donc la paye, alors quand c'est bien, on ne va pas dire non, on paye, ils font bien les choses, c'est ce qui... Mais par contre, alors quand c'est pas bon, on sait nous le dire. Oui, alors j'ai une dame l'autre fois qui m'a dit, moi j'ai du mal à vendre le coût représenté par des évolutions de logiciels. C'est-à-dire que les directions ne se rendent pas toujours compte que c'est complexe et que c'est très important. Parce que pour terminer, en évolution, donc voilà, alors moi à mon sens, mais là aussi ça peut être un débat là-dessus, on va avoir, donc j'ai mis une reconnaissance accrue de l'expertise, c'est-à-dire que là la connaissance de chaque élément, de pouvoir contrôler le milieu de la paye, notamment tout ce qui est réduction de cotisation, etc. Enfin il y a effectivement une expertise à tous les niveaux. Bon, c'est déjà le cas, mais parfois on me dit on a des postes, parfois on est plutôt dans de la saisie, et puis des postes de contrôle. Alors ça va être 2 personnes sur peut-être un service de 10-12, mais voilà, je pense que ce sera de plus en plus important. Sûrement un renforcement aussi de la mission de contrôle, donc sur effectivement la fonction paye. Puis alors un autre mouvement, le développement de la digitalisation, on l'a vu notamment avec le bulletin de paye dématérialisé. Bon, et même de façon plus globale au niveau de la RH, je pense il y a actuellement un travail important de digitaliser les dossiers du personnel aussi. Tout est dans les entreprises, on a tendance à être de moins en moins sur le papier. Donc je pense que ce sera une évolution récurrente, qui est plutôt pratique, puisque ça permet d'avoir les dossiers à distance notamment. Voilà ce que je souhaitais vous dire ce matin sur l'actualité. Et puis, alors voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je crois, je ne sais pas, il est quelle heure là? Il doit être 11h. Le timing est respecté. Donc, bravo Antoine, merci voilà. pour tout. Merci à vous pour votre... Merci à vous.